Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une période de verrouillage qui est forte là, sur au moins 10-15 ans, à mon avis. Et que du coup, bah, tant qu'on n'arrive pas à parler un peu sérieusement du fait que là, on est quand même sacrément dans la mouise, Mhm. on va pas préparer la phase 2, quoi. Voilà. Oui, donc nous allons commencer. Donc bienvenue à tous pour cette avant-dernière séance de notre cycle de débats sur les grands enjeux de ces élections européennes. Je m'appelle Wojtek Kalinowski, je suis co-directeur de l'Institut Veblen et également rédacteur en chef de la revue L'économie politique, une revue éditée en commun par l'Institut Veblen donc et nos amis d'Alternatives économiques. Tout ce cycle a été pensé en lien avec ce numéro spécial sur l'Europe, un numéro que vous trouverez en librairie, sur la plateforme Kern et évidemment sur les sites d'Alternatives économiques. Puisque je suis rédacteur en chef, je vous invite chaleureusement à la découvrir et à vous abonner. C'est une revue trimestrielle qui est devenue peut-être un peu plus qu'une revue, c'est pour nous un peu un laboratoire d'idées de la crise sociale écologique et des réponses à apporter. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la PAC, des politiques agricoles, et nous n'avons pas le temps de tout d'épuiser les sujets, mais sachez déjà qu'à l'automne, nous allons publier tout un numéro sur les transitions alimentaires, notamment sur les coûts sociaux, les coûts financiers pour l'État, pour les collectivités, du modèle agricole productiviste. Donc, n'hésitez pas à découvrir cette revue. Et avant de commencer, une dernière chose, c'est que nous avons une toute dernière séance prévue pour le 11 juin à 13 heures, qui sera un peu plus longue, un peu différente, en anglais, car nous avons invité des experts des 5 pays européens pour commenter un peu à chaud les résultats des élections européennes et notamment les implications des élections pour l'avenir des politiques des transitions, l'avenir du pacte vert en particulier. Et donc, je pense que nous avons, outre la France, nous avons l'Italie, l'Allemagne, la Pologne et la Suède avec nous. Donc, c'est une séance qui sera un peu différente et qui clôturera aussi ce cycle. Voilà pour les annonces. Aujourd'hui, nous allons donc parler des politiques agricoles et de la PAC. Et nous avons avec nous deux intervenants. Pierre-Marie Aubert, qui coordonne l'initiative politique publique pour l'agriculture européenne à l'IDRI. Il est professeur à Sciences Po Paris, à AgroParisTech et à l'Université de Paris-Sud. Et il est, et surtout, j'allais dire, dans notre contexte, l'auteur de l'article qui est apparu dans le numéro de l'économie politique, qui s'appelait De la ferme à la table, les raisons d'un échec et comment rebondir. Alors, cet article est en accès libre, donc vous pouvez, on diffuse les liens dans les chats à l'instant. Donc, je vous invite à le découvrir. Et c'est sans doute le point de départ de notre débat, puisque Pierre-Marie va revenir sur ce programme européen. Euh, et ensuite, nous allons donner la parole à Hervé Guillaumard, qui est économiste et statisticien, directeur de recherche à l'INRAE et spécialiste de la modélisation des économies agricoles et de l'analyse des impacts des politiques publiques, notamment de la PAC. Et justement, j'ai demandé à Hervé non seulement de rebondir, de commenter un peu l'intervention de Pierre-Marie, mais aussi, surtout, de reparler de la PAC elle-même, puisque le programme de la ferme à la table a été conçu plus récemment dans le cadre du pacte vert. Donc, l'analyse des difficultés de ce programme, on peut parfaitement faire le lien entre cette analyse-là et les analyses plus générales de la PAC, des réformes actuelles, passées, à venir des politiques agricoles en Europe. Et donc, Hervé Guillaumard, je vous ai fait une présentation un peu rapide, mais de toute façon, ceux qui suivent les politiques agricoles France vous connaissent bien, puisque vous avez une longue expérience. Tout ça, vous avez participé à beaucoup de missions d'évaluation. Donc, vous êtes parfaitement bien placé pour nous éclairer sur cette question qui nous unit aujourd'hui. Donc, pourquoi c'est difficile de réconcilier les objectifs de la transition écologique et les politiques agricoles. Donc, le format est court et j'ai déjà pris trop de temps. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Pierre-Marie. Donc, nous commençons par toi, Pierre-Marie, parce que tu as contribué au dossier. Et cette analyse que tu fais, qui est plutôt politique,
C'est une analyse des difficultés de mener à bien une politique publique qui était, je pense, assez originale par rapport aux politiques précédentes. Et je pense que c'est un point important. Dans l'espace de temps que nous avons, c'est-à-dire 1 heure, on ne peut pas parler de tout. Donc, on ne va pas refaire tous les diagnostics de la crise climatique et des défis qu'il pose au modèle agricole européen. Je propose qu'on se focalise davantage sur les politiques publiques elles-mêmes, sur leur formulation, sur les difficultés. Ces difficultés ont été manifestées cette année, donc il n'y a pas besoin non plus de les présenter en profondeur, mais plutôt, Pierre-Marie, si tu peux nous rappeler les grands thèmes de ton article. Il analyse l'analyse à la fois de ce qu'était ce programme, enfin ce qu'il est devenu. Il est toujours officiellement quelque part dans les tuyaux, même si certains partis en lice proposent carrément de le supprimer, de l'abandonner complètement. Mais qu'est-il devenu aujourd'hui? Et surtout, quelle est ton analyse des difficultés politiques? Et si tu as des leçons à en tirer, alors finis par là. Merci Wojtek pour l'invitation. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme l'a dit Wojtek, donc, bon, juste en 2 mots hein, d'où je parle. Donc, je suis Pierre-Marie Aubert, je suis le directeur du programme Agriculture Alimentation à l'IDRI. Et ce programme Farm to Fork, j'y ai été impliqué, j'allais dire, depuis le début, puisque je dirige ce programme depuis 2017. Et donc, en 2019, quand la nouvelle commission arrive à la manœuvre, on commence en fait à échanger avec la commission et donc les DG en charge du dossier, donc DG Agri, DG Environnement et DG Santé, dès le départ. Et donc on est dès le départ dans cette discussion-là. Donc le programme Farm to Fork, comme les autres ingrédients du Green Deal, est discuté, négocié avec les parties prenantes, évidemment avant d'être publié. Il est publié en mai 2020. Il est publié, il a 2 composantes. Il a une composante narrative, c'est la stratégie elle-même, et puis il a une composante opérationnelle qu'on appelle le plan d'action, qui comporte rien moins que 27 projets de révision ou de nouveaux textes de nature variée, hein. La plupart sont non-binding, hein, c'est des communications de la Commission, mais néanmoins c'est un effort important en termes de changement, de transformation de véhicules législatifs de différentes natures. Et dès le moment de sa sortie, c'est là que je vais en venir pour introduire mon propos, dès sa sortie, malgré le travail important qui a été mené par les différentes directions générales de la Commission, le texte est attaqué de toutes parts ou salué de toutes parts. Et donc, dès le départ, le texte polarise énormément. 4 ans après, puisque c'était le 10 mai 2020, qu'est-ce qui reste de cette initiative? C'est le titre de l'article, hein. C'est globalement un échec hein, sur les 27 textes qui étaient proposés à la révision ou à l'innovation. La majorité d'entre eux, soit n'ont même pas sorti le cap de la commission, soit ont été refusés, ce qui est rare hein, en fait dans l'histoire de la Commission européenne depuis le traité de Lisbonne, soit ont été considérablement amoindris. Euh, et donc, l'idée, là, dans les 10 minutes, 8 minutes qui nous restent, là, c'est un peu de comprendre mais qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ce texte? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi est-ce qu'il a suscité autant de passion, j'allais dire, hein, soit il a été loué, soit il a été détesté. Et puis, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Et puis, comme disait Wojtek, est-ce qu'il peut y avoir une suite? Donc, c'est un peu ces 3 parties-là que je vais essayer d'aborder. Alors, première chose, qu'est-ce que c'était que ce texte? Ce texte, c'était un Farm to Fork, comme son nom l'indique, de la ferme à la table. C'était un texte qui proposait une vision systémique de transformation du système alimentaire en prenant tous les ingrédients. C'est-à-dire, il disait, bah voilà, sur la consommation, il va falloir faire bouger les pratiques alimentaires vers des régimes avec plus de produits végétaux et moins de produits animaux, notamment les viandes rouges et transformées. Sur la production sur le maillon productif, il va falloir faire avec moins d'antibiotiques, avec moins de pesticides, avec moins de fertilisants, parce que c'est ça qui sera bon pour la biodiversité, pour le climat, etc. Et puis sur le commerce, eh ben, il va falloir accompagner l'ensemble de nos partenaires commerciaux à faire comme nous, parce que finalement, ce que nous on propose, on pense que c'est bon pour le reste du monde. Voilà. Et puis il y avait quelques petits trucs sur l'industrie qui étaient quand même moins développés. Sur l'industrie, on va essayer d'améliorer le contenu nutritionnel des produits et puis on va améliorer, on va dire, on va créer les conditions pour que les industriels s'impliquent dans la transition.
Ce qui était original, c'était cette vision vraiment très systémique, et puis le fait que dans les grands objectifs chiffrés qui étaient posés, qui n'étaient pas contraignants, mais qui étaient quand même là sur la table, on était très cohérent avec l'état de la littérature, avec l'état de la science, sur vers quoi doit ressembler, à quoi doit ressembler un système alimentaire durable en termes de réduction finalement des sources de produits animaux dans l'assiette, en termes de réduction des usages d'antibiotiques, de pesticides, d'exercides. Alors évidemment, il y avait quand même un point aveugle dans le texte, hein, c'est qu'on ne parlait pas du tout de l'élevage. On disait qu'il fallait réduire les produits animaux dans l'assiette, mais l'élevage, on n'en parle pas dans le texte. Et on avait documenté la raison pour laquelle on n'en parlait pas. Ça a été une bataille politique assez intense. Donc, premier élément innovant de ce texte, hein, sa dimension systémique et le fait qu'il est quand même assez raccord avec un certain nombre de travaux sur la durabilité des systèmes alimentaires. Sur la forme, il y a un deuxième aspect innovant, c'est que c'est un texte qui, dès le départ, dit c'est une question de système alimentaire, ça ne peut être qu'une question pour la Direction générale de l'agriculture, ça doit être coporté par la DG Santé et la DG Agriculture, avec la contribution de la Direction générale de l'environnement. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'innovant parce qu'en termes de gouvernance, on donne les clés du camion à plusieurs organisations et pas uniquement aux organisations en charge de l'agriculture. Alors, comme je l'ai dit, ça n'a pas très bien marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quatre facteurs, en fait, pour moi, d'échec à noter. Et encore une fois, je parle de ça en étant à la fois dedans et dehors, parce que dedans, on a beaucoup participé à beaucoup de ces discussions-là, et dehors, on a aussi, nous, à l'IDRI, une fonction d'analyste, et donc on a pas mal fait d'enquêtes de terrain, avec une cinquantaine d'entretiens avec des fonctionnaires, avec des parties prenantes, pour essayer de capter ce qui se passait dans une logique vraiment de sociologie politique. Alors, premier facteur d'échec, hein, une DG Santé qui était co-lead de ce projet-là, assez faible. C'est-à-dire que face aux 1000 fonctionnaires de la DG Agri qui sont quand même, qui ont une vraie expertise, une vraie compétence, c'est quand même compliqué pour une DG Santé pour laquelle la question agricole alimentaire est une toute petite partie de ses attributions, de tenir le rythme de ces 27 textes et de tenir le niveau d'expertise qui est requis, notamment face aux parties prenantes, etc. Je ne reviens pas trop là-dessus. Deuxième facteur d'échec, peut-être plus structurant, la polarisation du débat dans lequel s'inscrit la Farm to Fork. Pour faire très court sur un débat qui pourrait nous tenir toute l'heure, les discussions sur l'agriculture, au moins depuis 2009, si on veut une date, sont enferrées, ou même on pourrait dire 2005 depuis le papier de Green, dans un débat entre est-ce que la biodiversité, il en faut dans les paysages agricoles, ou est-ce qu'il faut la garder en dehors des paysages agricoles, et dans l'agriculture, on va surtout s'occuper de maximiser la production. Et donc, il y a vraiment cette ligne de clivage très forte entre ceux qui disent, bon, bah, finalement, c'est pas très important la biodiversité dans l'agriculture. Ce qui compte, c'est de maximiser la production sur les terres agricoles pour pouvoir sauver la nature à côté. Et d'autres qui disent, ouais, mais attendez, en fait, la biodiversité, c'est hyper important pour fonctionner, pour faire fonctionner l'agrosystème. Donc, bah, il en faut au moins autant en dehors que dedans. Je vais très vite, mais du coup, derrière cette vision quasiment ontologique de qu'est-ce qui est important en termes de biodiversité, il y a aussi des formes d'agriculture très différentes en termes d'instance capitalistique, de niveau de diversification, de place du travail là-dedans versus la place des technologies, etc. Et cette polarisation, elle est extrêmement forte. Les parties prenantes agricoles sont quand même majoritairement en faveur d'une logique, on va dire, on laisse la biodiversité en dehors de l'agriculture, et là où on a l'agriculture, on intensifie au maximum, on produit le plus possible, et le mieux possible, évidemment, mais quand même le plus possible. Et l'approche de la farm to fork a tout de suite été considérée, à raison, il me semble, comme une approche de type plutôt la biodiversité dans l'agriculture, c'est important. Et en témoigne hein, l'importance qui a été donnée à la réduction des pesticides, à la réduction des fertilisants de synthèse, à la réduction des antibiotiques, comme autant d'éléments qui vont permettre en fait de restaurer des niveaux de biodiversité importants dans le paysage. Évidemment, avec ça viennent des contraintes sur le niveau de production totale. Si vous enlevez des pesticides et vous enlevez des fertilisants et des antibiotiques, c'est moins clair. Vous avez des vrais sujets de combien vous pouvez produire par hectare ou par animaux. Et effectivement, dans les conditions actuelles de connaissances, de technologie, etc., moins 20% d'azote minéral, un fertilisant azoté, on ne va pas tenir les mêmes rendements qu'aujourd'hui, le même niveau de production qu'aujourd'hui. Et donc ça a été vu comme, quelque part, impossible, impensable. Ça nous emmenait vers une trajectoire décroissante, etc. Donc le débat polarisé, d'une part, et dans ce débat polarisé, une farm to fork qui prend un parti, quelque part, à rebours de ce que le monde agricole a l'habitude de tenir comme acquis, qui est produire plus par hectare, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète, et c'est bon pour l'agriculture. On produit plus,
et on est plus efficient. Et la biodiversité, on verra plus tard. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et donc, bah, évidemment, tous les acteurs agricoles sont tombés sur l'orable des acteurs qui portaient la farm to fork. Mais en fait, ça fait le lien avec un troisième ingrédient de ce débat-là, qui est que finalement, dans la manière dont a été pensée, portée et mis en discussion la farm to fork, la dimension économique a été quand même assez maltraitée. Maltraitée en deux mots et maltraitée en un seul mot, je pense, les deux. Euh, Pour ainsi dire, la commission a fait l'économie d'une analyse économique dans les premiers mois et s'est fait rattraper du coup par la police. C'est-à-dire que nos collègues outre-Atlantique américains ont tiré les premiers et 6 mois après l'apparition de la Farm to Fork, ont sorti un rapport au vitriol disant, écoutez, vu comment est organisé le système alimentaire aujourd'hui d'un point de vue économique, si on applique ces ingrédients-là, bah, ce qui va se passer, c'est une baisse de production en Europe. Et si en plus l'Europe impose à tous ses partenaires commerciaux les mêmes contraintes, eh bien, c'est une décroissance pour l'ensemble du système alimentaire mondial, des pertes économiques plus importantes pour l'Europe que pour le reste, hein, évidemment, euh, et des problèmes d'insécurité alimentaire avec des coûts de l'alimentation qui vont augmenter, des prix, etc. Et donc la commission était quand même très embêtée parce que ce rapport il était quand même signé par l'USDA, donc le département d'État américain à l'agriculture, c'était pas tout à fait n'importe qui, il fallait quand même réagir. Mais ils ont mis un peu de temps à réagir. Et ce qu'il faut se rappeler, je vais aller vite ici, mais c'est que cette manière de poser le débat repose fondamentalement sur l'idée que la farm to fork se déploiera à système économique constant, alors qu'en réalité, la Farm to Fork, elle vise à transformer de manière radicale le système alimentaire et donc son organisation économique. Donc le modèle qu'on utilise pour penser ça, si il considère que le système économique c'est le même, bah, il n'y arrive pas à dire quelque chose d'intelligent. En faisant d'autres modélisations, on pourra discuter après, on peut montrer que c'est pas si caricatural. Évidemment, la production va bouger, à la fois en volume et en proportion entre les différents types de production. Mais les effets ne sont pas nécessairement aussi catastrophiques que ce qui est dit, notamment si on considère des évolutions de la consommation qui font partie du plan d'action et des évolutions des modes de production à court et moyen terme. Mais ça, la Commission l'a peu traité. Et le fait qu'il fallait changer les conditions de marché, changer les pratiques alimentaires pour que la farm to fork puisse avoir un effet à moyen terme positif, a été peu mis en avant. Et on a plutôt essayé de se défendre contre les études qui étaient menées avec des modèles inadaptés, plutôt que de dire oui, ça va être très difficile. Et ça veut dire qu'il faut prendre des mesures pour que les conditions de marché changent, pour créer des opportunités dans cette transformation radicale, il faut le dire, du système alimentaire. Dernier ingrédient, je sais que je dois conclure, Wojtek, c'est que tout ça s'est passé dans un contexte international qui était extrêmement difficile. Je l'ai dit, dès l'apparition de la Farm to Fork, où l'Europe se voulait, comme on le dit souvent, un géant normatif, hein, un nain politique et un géant normatif, voulait donner à voir au reste du monde quelle était la marche à suivre. La réponse ne s'est pas fait attendre. Nos cousins outre-Atlantique ont dit non, non, nous, c'est pas ça. La vision qu'on a du système alimentaire, nous, on veut de l'efficacité, on veut de l'efficience, on veut de la productivité. Donc, dès le départ, ça a été dit. Et un grand nombre de pays du Sud n'ont pas compris la farm to fork. Il faut dire qu'on s'y est pas très bien pris, je pense, et ont vu ça comme une espèce de protectionnisme déguisé et comme finalement une menace pour leur sécurité alimentaire, même si les termes n'étaient pas forcément bien définis. Et puis là-dessus est venu se greffer la guerre en Ukraine, etc. Bon, donc globalement, les acteurs partenaires commerciaux classiques de l'Union européenne là-dedans n'ont pas du tout soutenu. Ça n'a pas fait nos affaires. Alors, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que la crise agricole est venue parachever finalement l'enterrement de la farm to fork, ou presque. Hervé, tu pourras dire si tu es d'accord avec ça. Ce que nous, on a dit, et précisément avec Hervé Guillaumard et d'autres collègues dans un papier qu'on a publié en janvier, c'est que si on reste dans cette logique de polarisation très forte, on ne va pas s'en sortir. Et donc, on disait avec Hervé dans un billet de blog publié en janvier au milieu de la crise agricole qu'au fond, il y a au moins 4 ingrédients dont on a besoin pour pouvoir continuer à avancer et faire des choses intéressantes et intelligentes. D'abord, je vais réduire à 3 pour aller plus vite. D'abord, il faut une reconnaissance que le tendanciel, c'est-à-dire le business as usual, là, il est bon pour personne. Il n'est pas bon socialement, il n'est pas bon économiquement, il n'est pas bon environnementalement. Alors, il y en a quand même quelques-uns qui tirent la épingle du jeu, ils n'ont pas envie qu'on dise que le BAU, il n'est pas bon. Mais il faudrait quand même qu'on arrive à faire en sorte que tous ceux qui sont affectés négativement par le business as usual, ils le disent et ils sont nombreux.
et que sur cette base-là, on construise des compromis en étant sérieux au moins autant sur l'environnement que sur l'économie. C'est-à-dire quand je dis que c'est pas bon sur l'économie, nous on est en train d'arriver les filières viande en France, c'est pas bon ce qui se passe là. C'est vraiment pas bon. Donc ça c'est le premier élément. Il faut sortir du business as usual, il faut que les gens le disent. Et pour en sortir, il faut qu'on regarde avec autant d'importance les enjeux environnementaux et les enjeux de santé et d'environnement. Hervé dit les questions marchandes et non marchandes avec le même degré d'ambition. Deuxième ingrédient, il faut sortir d'une logique, c'est l'agriculteur. Il faut prendre ça dans une approche systémique. On ne va pas continuer à demander aux agriculteurs seuls de faire le boulot. Pour que les agriculteurs ils se transforment, il leur faut un amont de qualité, il leur faut les bonnes graines, il leur faut les bonnes variétés, les bonnes espèces, et il leur faut un aval performant. Sinon, ça ne marche pas. Donc, c'est une question de transformation des filières jusqu'aux consommateurs. Il faut que les consommateurs ils fassent leur part et qu'on les aide avec des environnements alimentaires. Donc, c'est une logique de filière. Et puis, dernier ingrédient, il faut poser la question du financement de cette chose-là et des modalités de transition sur le plan économique. On n'en est pas encore là, mais nous, à petite échelle, avec l'IDRI et d'autres partenaires, on essaye de construire ces espaces de discussion où les ingrédients que je viens de citer sont réunis. Et finalement, on se rend compte que derrière, on va dire, la polarisation du débat médiatico-politique, il y a plein d'espaces où on peut raconter des choses intelligentes, intéressantes et constructives avec les parties prenantes. Et nous, ça nous donne quand même envie de continuer. Voilà. Bah, merci, merci Pierre-Marie. Alors, quand tu dis sortir de la polarisation, c'est vrai que la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi on n'est pas déjà sorti de la polarisation? C'est qui renvoie au rôle, c'est une question sur laquelle je voudrais qu'on revienne après, sur le poids de l'expertise et le rôle de l'expertise et des experts dans tout ça. Mais d'abord, Hervé, alors à vous la parole. Alors, vous pouvez soit commenter ce qu'a dit Pierre-Marie, soit partir directement dans la PAC. En tout cas, ce qu'on voudrait savoir, si c'est les difficultés dont il a parlé, est-ce qu'elles sont symptomatiques des difficultés plus générales pour la PAC? Comment vous voyez ça? Ok, merci. Je vais partir si j'ose dire, de Pierre-Marie, enfin, de l'exposé de Pierre-Marie, en disant que si je simplifie, évidemment, on caricature un peu et on simplifie pour donner les grands traits, mais le Green Deal dans le secteur agroalimentaire, pour nous, en fait, enfin, les gens avec qui je travaille, il y avait trois volets. Il y a un volet agricole, et le volet agricole, c'était l'agroécologie dans le Green Deal. C'était je réduis les usages de pesticides, d'engrais minéraux, j'augmente les surfaces en bio, j'augmente les haies, etc. Le deuxième volet, c'était je réduisais les pertes et les gaspillages, ce qui sont des gaspillages de ressources par construction, et qui, dans un pays, enfin dans les pays de l'Union européenne, ont surtout lieu après l'exploitation agricole et même en fait au stade du consommateur final. Et le troisième, c'était, comme a dit Pierre-Marie, d'avoir des systèmes sains et durables. Et en fait, si vous suivez, si vous lisez les textes de la Commission, plus vous approchez du consommateur, tout en ayant une vision systémique qui est utile des systèmes alimentaires, mais moins quand même la Commission était précise. Quand elle dit des systèmes sains et durables, bon, on se doute un peu de ce que c'est d'après la littérature ou la recherche scientifique, mais la Commission se gardait bien quand même de définir ce qu'était un système sain et durable. Alors que pour le secteur agricole, même si les objectifs de réduction, par exemple, des usages des pesticides n'étaient pas légalement contraignants, c'était cité. Il fallait réduire de moins 50, pour les engrais, c'était de moins 20, bon, etc. Et pour des pertes et gaspillages, ça reprenait en fait la réduction auquel l'Union européenne s'est engagée dans le cadre des engagements sur les objectifs du développement durable. Ça, je pense que c'était un premier défaut. Le deuxième, comme l'a dit Pierre-Marie, et j'insisterai ça pour arriver sur la PAC, c'est qu'au niveau de l'Europe, enfin de l'Union européenne, s'il y a un levier politique sur l'agriculture, c'est la PAC. Sur les deux autres, il n'y a rien, pour faire très très vite, ou pas grand-chose. Et donc, la Commission était un peu orpheline d'instruments, à la fois pour inciter les États et les acteurs dans les États à réduire les gaspillages et aller vers une alimentation ou des régimes alimentaires qui soient plus sains et équilibrés. Donc, l'autre chose que, du coup, le deuxième point qu'il y avait dans les communications du Green Deal sur le secteur agricole et alimentaire, c'était de dire que la PAC devait contribuer
à atteindre les objectifs du pacte vert en matière agricole. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que la PAC, telle qu'elle est en œuvre depuis 2023, a été discutée. Alors, faut juste le troisième point, c'est que la discussion sur la PAC qui est en vigueur depuis 2023, les discussions sur la politique agricole commune avaient commencé avant que la Commission ne dise en fait ce qu'elle voulait faire sur le Green Deal, mais donc ça s'est télescopé. Alors, quatrième point peut-être, la PAC, sans revenir à l'historique, parce que ça, on pourrait passer des semaines et des semaines. Aujourd'hui, c'est une politique d'aide assurée, enfin de politique de soutien par le contribuable. C'est des aides directes qui sont versées aux agriculteurs. Et en fait, ça vise deux objectifs. Un sur lequel je ne vais pas revenir, qui est en fait évidemment d'assurer le soutien des revenus. Et pour beaucoup, c'est ça qui a contribué à la crise. Et dans ce cadre-là, avec des sous-objectifs qui est de redistribuer entre pays, entre exploitations, mais je ne reviendrai pas sur ça, faute de temps. Le deuxième, en fait, c'est un objectif environnemental et climatique, et donc de réduire les émissions agricoles de gaz à effet de serre, d'améliorer l'état de la biodiversité, la qualité de l'eau, la qualité des sols, la qualité de l'air, etc. Et en fait, c'est un objectif que la PAC poursuit depuis au moins 20, 30 ans, avec des difficultés, et en tout cas avec des résultats qui ne sont sans doute pas à la hauteur des enjeux, en particulier en matière d'eau, de qualité des sols, de biodiversité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'origine agricole. Alors pourquoi, après, pourquoi? D'après un peu les travaux que montre tout le monde, et c'est aussi ce qu'a dit Pierre-Marie, si vous passez à des pratiques où vous réduisez les pesticides, où vous réduisez les engrais, de façon générale, vous allez réduire, au moins à court terme, la production et les revenus. Donc vous avez un trade-off entre ambition environnementale augmentée et en fait et les revenus agricoles. Et en fait, vous butez toujours sur ça. Et c'est parce que, pour l'essentiel, vous raisonnez dans le cadre d'un budget de la politique agricole qui est fixe. Donc, dès que vous opérez une mesure, vous allez déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc, et le pôle pouvant être l'environnement. Donc, si vous avez une ambition plus forte en matière d'environnement, vous allez prendre à Pierre, qui sont les agriculteurs, vous allez leur baisser, en fait, le revenu, au moins à court terme. Il faut passer la phase de court terme. Et donc, vous allez avoir une ambition environnementale plus forte. Mais du coup, c'est au détriment des revenus. Et ceux qui voient leurs revenus baisser, au moins à court terme, évidemment, ils ne sont pas satisfaits. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu la crise agricole de 2024, avec plein de raisons sur lesquelles on n'a pas le temps de revenir non plus. Mais du coup, l'ambition environnementale de la PAC 2023, qui n'était déjà pas très élevée, on l'a encore diminuée justement à cause d'objectifs économiques, d'objectifs de soutien des revenus légitimes, même si, et c'est le point sur lequel je veux dire quelque chose, le problème n'est pas tant le revenu moyen en fait des agriculteurs. La question, c'est l'hétérogénéité des revenus des agriculteurs. C'est les bas revenus en agriculture, et c'est pas en augmentant le revenu moyen que vous allez permettre à ceux qui sont toujours dans des revenus bas, que l'année soit bonne ou que l'année soit mauvaise, de vous en sortir. Donc du coup, vous aurez demain à nouveau le problème des bas revenus agricoles, et en gros, le problème, c'est l'hétérogénéité des revenus agricoles que vous ne réglez pas en adressant les choses de manière moyenne. Alors, pour ce qui est de l'environnement, et je vais arrêter là pour laisser du temps, la question, c'est si vous restez dans la logique, en tout cas selon nous, d'un budget qui est plus ou moins constant, vous vous en sortirez pas. Vous serez toujours dans une logique de vase communicant. Vous allez, à nouveau, je répète, prendre la pierre pour habiller Paul, le pôle pouvant être d'environnement, climat, ou d'autres agriculteurs, vous redistribuez les choses. Donc, du coup, il faut trouver d'autres ressources pour faciliter la transition agroécologique de l'agriculture. Et les autres ressources, elles doivent être multiples. Alors, on peut favoriser, par exemple, la productivité dans une situation agroécologique. C'est pour ça que moi, je pense que, par exemple, même si ça, c'est pas consensuel, les nouvelles technologies, etc., de sélection doivent être étudiées au cas par cas, si ça permet de résoudre, par exemple, des problèmes climatiques. L'agriculture numérique peut participer, en fait, à pondérer ou à moins à atténuer l'impact négatif de l'agroécologie sur l'environnement, donc ça doit être étudié aussi. Et en tout cas, ça doit être étudié au cas par cas. Mais au-delà, il faut trouver des nouvelles sources de financement.
Et pour ça, bon, évidemment, vous allez me répondre, il n'y a qu'à augmenter le budget de la PAC, mais vous aurez du mal à faire ça. Parce que dans le cadre budgétaire, il y a peu de partis qui sont favorables à une augmentation du budget européen. Donc, du coup, il faut trouver soit des nouvelles ressources privées, c'est à ça qu'on travaille. Donc, il faut développer des paiements pour services climatiques, pour services environnementaux. C'est compliqué. Il y a des problèmes législatifs, des problèmes réglementaires, des problèmes simplement pratiques. Mais si on ne le fait jamais, on n'y arrivera pas non plus. Ça peut être une source de revenus et ça peut permettre à certains agriculteurs de passer la transition. La deuxième, il faut rendre les acteurs dans les territoires et dans les filières beaucoup plus solidaires, c'est-à-dire qu'il ne faut pas porter la charge, par exemple, de réduction des pesticides sur les seuls agriculteurs. Et il y a des dispositifs tels que, par exemple, les certificats d'économie de produits phytosanitaires, qui sont l'équivalent des certificats d'économie d'énergie, mais dans le domaine phytosanitaire, qui peuvent aider, en fait, à ce que d'autres maillons que les seuls agriculteurs supportent la charge de la réduction des pesticides. On ne veut pas le faire vraiment aujourd'hui, mais il le faut. Le troisième levier, c'est sans doute d'utiliser une partie des économies que l'on aura parce qu'on aura dépollué, par exemple, les sols ou l'eau, ou qu'on aura une alimentation plus saine, donc moins de surpoids et moins d'obésité. J'ai coutume de chiffrer le chiffre en France du coût total, en fait, du surpoids et de l'obésité qui est de 20 milliards d'euros par an, d'accord, sachant que le tabac, c'est 25 et l'alcool, c'est 15 dans notre pays. Donc, ça fait quand même beaucoup d'argent que l'on peut utiliser. Et en tout cas, à long terme, c'est sur ça qu'il faut faire. Et le troisième, après, la transition en agriculture, en agroalimentaire, comme dans les autres secteurs, ça va demander des ressources. Donc, lisez tous les rapports qui étudient la transition écologique des économies. L'agriculture ne fait pas exception. Il ne faut pas laisser croire que l'agroécologie, on est win-win partout. Et donc, sans doute que la meilleure option, c'est d'avoir au niveau européen, pour éviter les distorsions entre pays, un emprunt européen qui soit ciblé, en fait, sur la transition du secteur agroalimentaire. Donc, par rapport à ce qu'a dit Pierre-Marie sur les raisons et qu'est-ce qu'on peut faire, ben, je partage ce qu'a dit Pierre-Marie. Ce que moi, j'ajouterais, alors je suis économiste, donc c'est normal que je rajoute ça. Et nous, ce qu'on étudie, c'est comment, en fait, vous pouvez apporter des ressources nouvelles et financer les investissements nécessaires à la transition doit sans doute se faire au niveau européen par un emprunt qui soit un peu l'équivalent de ce qu'on a fait suite à la Covid dans le plan de relance, mais cette fois vraiment véritablement ciblé sur la transition écologique de façon générale et incluant le secteur agricole et agroalimentaire. Merci Hervé pour ce premier tour, c'est déjà très dense. Alors vous avez déjà injecté une très bonne proposition, sur lesquelles certains travaillent déjà d'ailleurs. Mais avant de parler vraiment de vos propositions, des politiques, etc., revenons peut-être à ces trade-offs que vous avez, donc l'arbitrage. Parce qu'il y a une déjà première question posée par Jérôme Trottignon dans le chat et j'invite tous les participants à poser des questions si vous le souhaitez. Est-ce qu'on peut préciser, développer des arguments pour montrer que ce programme Farm to Fork ne conduit pas à une baisse des productions agricoles? Et ça renvoie un peu à cette question de, en vous écoutant tout à l'heure, je me disais que est-ce que ces trade-offs ne changent pas en ce moment même à cause du changement climatique, etc. Sans être expert de ce domaine, il me semble qu'il y a des recherches toutes nouvelles, d'INRAE aussi, montrant que les rendements sont tout à fait bio-conventionnels, sont déjà comparables dans l'hypothèse des sécheresses, par exemple, des choses comme ça. Donc, en fait, c'est un trade-off passé, d'un monde passé. Est-ce que j'ai tort? C'est moi qui réponds là ou Pierre-Marie? Ben, Ah, c'est comme vous voulez. je commence et Oui. Pierre-Marie, tu rebondis. Vas-y, vas-y. Enfin, si tu veux. Hein. Non, pour moi, c'est pas du passé. Alors, par contre, c'est vrai ce que vous dites par rapport au choc, aux résiliences, etc. Bon, mais l'emploi, en fait, de pratiques agroécologiques, dont l'extrême, si vous voulez, est l'emploi de pratiques en agriculture biologique, entraîne pas forcément une réduction de biomasse, mais entraîne une réduction des rendements par rapport aux grandes cultures, aux céréales, au lait, etc. Bon, il y a toujours des cas où vous allez trouver des contre-exemples, mais dont il faut s'inspirer d'ailleurs. Mais à court terme, vous avez le problème. Et donc la question, le problème donc de baisse de la production avec des conséquences négatives, y compris pour ceux après qui commercialisent la production, qui exportent, etc. Et c'est sur ça qu'on bute. Même si à long terme, comme vous dites,
les effets de la perte de biodiversité et du changement climatique ont plutôt des effets négatifs sur les rendements, dont il faut prendre en compte. Mais ce qu'il faut passer, c'est le court terme, c'est aujourd'hui, et ne pas dire je vais attendre demain. Et la reconstruction de la qualité des sols, etc., quoi. Donc, du coup, il y a baisse de production, et ce qu'il faut voir, c'est comment vous permettez aux acteurs de supporter cette baisse de production aujourd'hui. Et le deuxième, et qui est totalement ignoré, en fait, enfin, qui est très sous-estimé dans la PAC, c'est la question de la variabilité des rendements entre années. Alors, il y a entre exploitations, etc. Bon, il y a toujours eu de la variabilité des rendements. Moi qui suis breton, les éleveurs de porc, ils ont toujours eu des rendements, enfin des prix et des revenus qui fluctuaient beaucoup. Bon, mais eux, ils s'adaptaient parce qu'ils n'étaient pas beaucoup aidés par la politique agricole. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit une augmentation en fait des chocs, qu'ils soient climatiques, politiques, économiques, etc. Et donc une variabilité de plus en plus forte des prix et des revenus. Et dans la politique agricole commune, il y a dans le deuxième pilier des mesures, en fait, via l'assurance, les fonds de mutualisation, qui visent à réduire ex post l'incidence, en fait, de ces chocs. Mais aujourd'hui, c'est peau de chagrin, c'est tout petit et c'est suffisamment enfin, c'est pas assez développé pour que ça permette de vraiment d'adresser la question, même si ça, c'est pas français. Et du coup, dans les réflexions sur la future politique agricole commune, il y a ces réflexions-là sur ajouter un nouveau pilier qui soit sur la résilience et l'adaptation au choc. Oui, ce deuxième pilier représente 10% à peu près des aides, c'est bien ça? Alors, il y a deux piliers dans la PAC. Le un qui est le soutien des revenus, qui est le plus grand. Le deuxième pilier qui couvre un ensemble divers et varié, beaucoup sur les mesures environnementales. Au niveau européen, c'est plus que 10%. C'est 20. Alors, il y a une hétérogénéité selon les pays. Mais en gros, il faut retenir 80% dans le premier et 20% dans le deuxième. Pierre-Marie, comment tu vois cette histoire de trade-off court terme, long terme? Parce que quelqu'un m'a parlé des olives en Espagne ces dernières années. On est déjà dans la baisse des productions. C'est peut-être, il y a des variations, mais comment tu vois ça? Ouais. Donc voilà, donc ça c'est la courbe des rendements du blé en France sur 2018. On pourrait aussi se mettre en moins dynamique euh, une carte hein, qui montre que en fait les rendements ils stagnent. Tous les pays en rouge, c'est les pays dans lesquels les rendements ils stagnent depuis le milieu des années 90 en gros les principales céréales, donc le blé, l'orge et le maïs. Et si je reviens sur ma courbe du blé, en fait, ce qui est frappant, c'est qu'en fait, dans cette courbe-là, on voit deux choses en même temps. On voit ce que dit Hervé, c'est-à-dire la variabilité accrue, et puis on voit le plateau, qui est sur la carte précédente. Et ces deux choses-là, elles ont trait à la fois à des incidences climatiques, mais aussi pour partie à des réductions de fonctionnalités au sein de l'agrosystème, des services écosystémiques. C'est-à-dire que pour qu'un agrosystème il fonctionne bien, bah, il faut des auxiliaires de culture, il faut du recyclage de nutriments dans les sols, il faut des sols vivants, etc. Et ça, on sait que pour partie, la simplification des paysages qui a eu lieu avec la modernisation agricole, elle a affecté très négativement ces fonctionnalités écosystémiques et que du coup, ça joue dans notre difficulté à gérer en fait les chocs climatiques ou les chocs d'autres natures. Donc, par rapport à ça, c'est évident ce que disent les gens dans le chat et ce qu'on a discuté, que euh, il y a effectivement là, on est sur une limite physique à l'accroissement de la production avec une réalité qui va augmenter. Mais néanmoins, je pense qu'il faut. Moi, je voudrais vraiment insister sur ce qu'a dit Hervé, parce qu'il y a aussi des réalités physiques dans l'autre sens. C'est-à-dire que, en fait, la variable de commande de la production, de la productivité en production végétale et animale, c'est la protéine. En production végétale, c'est l'azote. Si vous n'avez pas d'azote, vous en avez beaucoup moins euh, vous n'avez pas de rendement. C'est physique. C'est pas une question métaphysique, c'est très physique. Et aujourd'hui, en fait, si on voulait tenir les objectifs de la Farm to Fork de 20% de réduction des fertilisants minéraux azotés, en fait, vu comment sont gérés nos systèmes, à court terme, le choc est énorme. Ça ne veut pas dire qu'à moyen terme, comme l'a dit Hervé, on ne peut pas évidemment réduire le choc, hein. Il y a carrément moyen de tamponner en fait ce choc-là, parce que si on gérait différemment nos agrosystèmes, en fait, une réduction de 20% d'azote minéral, ça aurait des effets beaucoup moins importants. Mais dans l'état où ils sont aujourd'hui, ça va avoir un effet majeur. Donc, il faut gérer ça sur le court terme. Mais ce qui est frappant, c'est que dans ce contexte-là, en fait, on est quand même dans un débat où il y a quand même des gens qui continuent à vous dire que le futur, c'est la ligne rouge, là. C'est plus 30% de rendement d'ici les 20 prochaines années. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'il y a un impensé
sur les frontières qu'on doit se taper. Mais il y a aussi un impensé sur le fait que, bah oui, moins 20% sur la dot minérale à court terme, ça fait forcément des baisses de rendement, on va pas se mentir. Donc il faut gérer cette impensé des deux côtés. Il faut arrêter de se dire qu'on va augmenter, mais faut arrêter de se dire que ça va pas baisser si on veut vraiment faire la biodiversité. Et sur l'azote, hein, la contrainte est énorme. Si vous voulez restaurer le bon état écologique des cours d'eau à l'estuaire, il faut vraiment aller fort sur l'azote. Et aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Voilà. J'arrête de vous embêter avec ces diapos-là, mais donc pour moi, c'est vraiment super important. Et juste pour dire un dernier truc sur ces questions Mhm. de production, il ne faut pas oublier quelque chose. Il y a quelqu'un qui a posé une question sur comment on fait pour réduire la quantité de produits de viande dans l'assiette. Ce qu'il ne faut pas oublier, j'aurais dû garder mes diapos et vous en mettre une autre diapo, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne, pas la France, l'Union européenne, elle est importatrice nette de calories comme de protéines. C'est-à-dire que si vous faites le bilan import-export physiquement, on importe plus de calories que ce qu'on en exporte parce qu'on a besoin d'importer énormément d'alimentation pour les animaux. Donc on est importateur net de calories, même si on réexporte du lait en poudre derrière pour les Chinois, parce que, en fait, l'efficience avec laquelle on utilise ce qu'on importe est faible. La plupart, ça se retrouve en déjection animale qu'il faut après gérer, et ça fait des algues vertes chez Hervé. Donc ça, c'est quand même une réalité physique. Et donc, en fait, nous, ce qu'on modélise avec des modèles qui ne sont pas les modèles équipes de marché, mais des modèles équipes de biomasse, c'est qu'en fait, si vous faites bouger simultanément, comme le propose la Farm to Fork, la conso et la production, sans que tout le monde devienne végétarien ou vegan, c'est pas la question, mais avec un bon moins 40% sur la conso de produits laitiers et la conso de viande, en fait, vous arrivez, vous avez certes une baisse de production, mais qui est moins forte parce que vous avez des systèmes agroécologiques que ce qui est simulé. Et en fait, vous redevenez exportateur net parce que vous n'avez plus besoin d'apporter toute cette alimentation animale. Donc ça, c'est fondamental. Si vous bougez les deux en même temps, ça peut fonctionner. Et par rapport à la question de comment on fait pour que ça bouge, je pense qu'Hervé l'a dit extrêmement bien. Je t'avais jamais entendu le dire comme ça. Je vais le redire à ma sauce. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est extrêmement délicat politiquement de dire des choses précises. On sait, on se permet de dire que moins 50% sur les pesticides et moins 20% sur l'azote minéral, c'est ce qu'il faut. Mais on ne se permet pas de dire que, je sais pas, je donne un objectif intermédiaire, que moins 20% sur les protéines animales dans l'assiette, c'est ce qu'il faudrait. On s'autorise pas à le dire. Vaguement, un peu le plan sur la nutrition santé, mais on n'est pas très, très vocaux là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux économiques, il y a beaucoup d'enjeux de vitalité des zones rurales autour des formes d'élevage, etc. Et on ne sait pas le gérer politiquement. Donc ça, si on arrivait à pouvoir en discuter sans se balancer les anathèmes à la figure, ce serait certainement intéressant. Sachant qu'aujourd'hui, et je m'arrête là, on a quand même un système alimentaire ou un environnement alimentaire, c'est-à-dire en gros les éléments qui fabriquent le choix du consommateur, qui sont orientés vers la production animale. Parce que c'est là que se fait l'essentiel de la marge et de la valeur ajoutée dans le système alimentaire européen après la ferme. Voilà. Donc ça, c'est super important. Merci. Alors, donc, je vous invite tous les deux à regarder un peu les questions pendant que l'autre parle, en essayant d'écouter l'autre personne quand même. Mais je vais revenir à quelques questions, mais peut-être pas à toutes. Mais d'abord, je voudrais quand même vous reposer cette question un peu naïve. Vous qui voyez les process internes de la décision politique un peu de l'intérieur, quel est le rôle des acteurs et quel est le rôle des experts? Donc, ou plutôt deux types d'acteurs. Donc, les experts et toute l'expertise qui est produite, les modélisations dont tu as parlé, Pierre-Marie, les constats sont partagés. C'est un débat scientifique où il faut encore apporter des preuves pour que c'est une nécessité écologique ou environnementale, même si c'est difficile économiquement. Donc, comment ce débat, est-ce qu'il y a de camps qui s'affrontent? Mais ça, c'est une question, disons, plutôt sur les experts. Mais ensuite, une question un peu peut-être un peu délicate, peut-être, mais comment? Quid des acteurs qui sont censés représenter les intérêts des agriculteurs? C'est-à-dire, bon, on les a pas invités aujourd'hui, mais on l'a fait à d'autres occasions, et on croise parfois les faire, c'est-à-dire les crises que le chercheur annonce, les crises du modèle actuel, bon, tous ces signaux des crises doivent quand même percer le monde des organisations professionnelles. Il me semble, alors qu'à la surface, dans le débat public, il semble que c'est un lever d'armes, c'est un bouclier, qu'on refuse ces diagnostics. Donc, comment vous, qui êtes un peu les insiders de tous ces débats, quand vous voyez ces deux
c'est des aspects des choses. Donc, le débat entre experts des politiques agricoles, à la fois les économistes, mais aussi justement les agronomes, etc., sur la possibilité, la nécessité de faire quelque chose rapidement, et aussi comment vous voyez la façon dont les intérêts des agriculteurs sont représentés. Qui Bah, voudrait se lancer? moi, je peux juste dire un truc. Je pense qu'Hervé, il a aussi plein de choses en magasin avec son expérience dans l'Ouest. Mais nous, on vient de terminer un exercice avec les céréaliers de la Champagne-Ardenne. C'est pas la catégorie d'agriculteurs qui a jusqu'à présent montré le plus d'empressement à faire la transition. Donc, c'est un exercice qui était hyper intéressant parce qu'il a été hyper constructif. C'est ce que je disais juste avant. Ce qu'on voit quand même, c'est que le niveau de verrouillage technico-économique des systèmes, il est super élevé. En fait, en Champagne-Ardenne, et comme dans l'Ouest pour la production animale probablement, les agriculteurs, via leurs coopératives, ont investi massivement dans des outils industriels pour valoriser, transformer, puis exporter une bonne partie de leur camelote. Ça va être de la betterave, ça va être des produits biosourcés, ça va être du chanvre, c'est ce que vous voulez. Euh, En fait, du fait de ces investissements et du fait que les investissements, ils sont pour une part sur le dos des agriculteurs, parce que les COP, c'est à eux, même si la gouvernance des COP est discutable. Euh, En fait, ces agriculteurs-là, ils n'ont pas vraiment l'option de la diversification. Diversifier sur sa parcelle, ça veut dire faire moins de certains trucs pour faire plus d'autres. Mais en fait, quand vous avez construit un outil qui est fait pour fonctionner à 100, industriellement parlant, si demain il fonctionne à 95 sur le marché, qui est sur les commodités céréalières en tout cas mondialisé, vous prenez un risque de compétitivité prix qui est assez fort. Donc, nous, les agriculteurs, ce qu'ils nous ont dit, ils ont dit, vous faites ce que vous voulez dans votre scénario de transition qu'on va discuter ensemble, mais vous ne touchez pas à ce qui rentre dans nos outils industriels. Bah, si vous ne touchez pas à ce qui rentre dans l'outil industriel, en fait, les marges de manœuvre pour réduire la fertilisation azotée, parce que c'est les niveaux de production totaux, et pour remettre de la diversification dans les champs, c'est balèze. Et en fait, vous arrivez quand même à des niveaux, vous arrivez à atteindre des objectifs environnementaux assez faibles, en fait. C'est pas nul, mais c'est très très loin du compte. Et donc, ça nous amène à réfléchir à, mais est-ce qu'on peut poser cette question-là en 2 temps? Est-ce qu'on peut réfléchir à une transition à 10 ans pendant laquelle on gère les actifs sur lesquels il y a déjà beaucoup d'argent sur la table, en préparant la phase d'après, où là, on va être un peu plus ambitieux, quoi. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une période de verrouillage qui est forte, là, sur au moins 10-15 ans, à mon avis. Et que du coup, bah, tant qu'on n'arrive pas à parler un peu sérieusement du fait que là, on est quand même sacrément dans la mouise, Hmm. on va pas préparer la phase 2, quoi. Voilà. Hervé, votre réaction, votre point de Oui, vue? ben, sur l'expertise, hein, c'est un peu compliqué, mais enfin, c'est un peu compliqué. Le- Moi, je pense que sur la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre du système alimentaire, d'améliorer les biodiversités, je pense que tout le monde est d'accord, en fait. Quand vous êtes avant la décision politique. Je pense qu'un des grands défauts du pacte vert tel que l'a présenté la Commission, y compris dans ses premières présentations orales, c'est qu'elle a laissé croire que tout serait merveilleux avec le Green Deal. Ouais, En c'est écrit dans gros, le texte, hein. ouais, ouais, tout serait C'est rose. terrible. Après, on allait améliorer, l'Europe serait le premier continent neutre, ce qu'il faut, hein, il faut réduire les émissions, qu'on allait entraîner les autres pays, que ça permette d'avoir une croissance décarbonée, mais qu'on aurait une croissance et que personne ne serait laissé sur le côté du chemin. Bon, qu'on ait cette intention, c'est souhaitable, mais il n'y avait aucune preuve de ce qu'elle annonçait. Et comme l'a dit tout à l'heure Pierre-Marie, les études d'impact étaient vraiment très défaillantes, voire nulles, au sens n'existaient pas, voilà. Ou quand elles existaient, il n'y avait pas de preuves, quoi, y compris dans le secteur agricole. Et du coup, dans le secteur agricole, je trouve que ce qui a manqué, c'était de dire que l'agroécologie permettait d'atteindre tous les objectifs simultanément, alors que c'est pas vrai à court terme, et en refusant de voir la dynamique, mais de traiter le problème de court terme. Je vais dire ça de façon très neutre. Si vous êtes, moi je suis de l'Ouest, si vous réduisez la consommation ou si vous demandez de réduire la consommation,
de produits animaux, vous allez réduire la production, eh ben, ça va impacter l'élevage, la première transformation, l'abattage, le transport, l'abattage, la transformation. Et évidemment, ces acteurs-là qui vont voir un impact négatif, ils vont pas être contents. Or, on a laissé croire qu'ils pouvaient s'en sortir en améliorant la qualité. Donc, il y a ce trade-off-là aussi, quantité-qualité, et c'est pas vrai, en fait. Mais du coup, la tentation, et hélas, c'est un peu la réponse que l'on a donnée à la crise, c'est de dire, pour des raisons économiques, je ne peux pas faire. Alors que ce qu'il faudrait faire, et ce que j'espère on arrivera à faire dans le cadre de la prochaine PAC qui est déjà en discussion, c'est de mettre qu'on a des problèmes à résoudre, des difficultés, qu'il y aura des perdants, et comment je traite les perdants, et comment je leur permets de s'adapter par tous les moyens possibles et en faisant preuve d'imagination. Si on ne fait pas ça, on va aller de désillusion en désillusion à chaque fois, jusqu'à ce qu'on ait une véritable crise qui fasse qu'on soit obligé de changer tous les systèmes. Et du coup, après, par rapport à votre question sur l'expertise, du coup, tout le monde connaît ici l'expertise du GIEC qui alerte quand même depuis longtemps, longtemps, même si j'ai vu qu'il y avait un peu d'efforts en ce moment, enfin, qui donnaient un peu de fruits, mais enfin, c'est vraiment timide. La question, c'est que je pense que tout le monde est d'accord. Bon, mais maintenant, c'est un peu la décision politique qui doit dire comment en fait je me saisis du problème et je le cache pas sous le tapis en fait, de telle façon que je puisse l'adresser véritablement dans les prochaines discussions. Merci. Il y a une question, je me permets un peu d'intervenir là-dessus sur les aspects de politique commerciale et donc le lien sur ça. Bon, c'est pas vraiment l'objet de notre débat aujourd'hui, mais effectivement, le Global Green Deal et toutes ces questions-là, bon, c'est un des sujets centraux à l'Institut Veblen. Donc, vous trouvez sur notre site beaucoup de propositions en termes de mesures miroirs. Ma collègue Mathilde Dupré, qui n'est pas avec nous là aujourd'hui, je pense, elle mène très activement un programme sur la réforme de la politique commerciale. C'est sans doute un des éléments clés de tout notre débat. Donc, vous pouvez réagir sur cette question-là. Mais ensuite, il y avait beaucoup de questions plus larges, plusieurs questions en tout cas sur le financement, qui reviennent sur le financement, sur comment, alors, budget constant, pas budget constant, etc. Bon, l'emprunt, vous avez mentionné l'emprunt. Mais dans cette question de financement, on retrouve toujours la répartition de la valeur. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'argent qui manque dans l'absolu? Est-ce que c'est la répartition de la valeur? Et dans ce contexte, plus précisément, dans le débat actuel, on évoque parfois une loi Egalim européenne, qui serait donc une solution. Enfin, je ne sais pas quelle est votre vision déjà du bilan de cette loi. Qu'est-ce qu'elle a fait pour améliorer les problèmes. Mais apparemment, elle est contournée aujourd'hui par certains acteurs qui déplacent les centrales d'achat, etc. Est-ce que donc faut-il l'européaniser? Est-ce que c'est une partie de la solution? Et plus largement, puisque vous avez tous les deux insisté sur les côtés systémiques, donc les agriculteurs qui sont un peu prisonniers d'une chaîne de valeur qu'ils ne maîtrisent pas. Donc la PAC elle-même ne maîtrise pas la chaîne non plus. Donc concrètement, comment faire pour, si on cherchait l'argent, disons par la répartition au sein de la, et pas uniquement en ajoutant de l'argent supplémentaire, mais en cherchant à mieux répartir la valeur. Ok, je commence, Pierre-Marie, puis tu complètes, du coup, on fait comme ça. Sur les politiques commerciales, je vais dire quelque chose, quoi. Ça a été mis beaucoup en avant au niveau de la crise agricole, en disant, et je mets le cas de l'accord avec l'Ukraine à part, parce que c'est à part, et c'est pas un accord commercial, en fait, Hmm. au sens d'un accord de libre-échange que conclut l'Union européenne. Mais si vous regardez les accords, alors, l'Union européenne était favorable avant au multilatéralisme. Bon, elle s'est retournée vers le bilatéralisme et en signant en fait des accords bilatéraux, dû à l'échec du multilatéralisme, ça c'est dur à dire. Bon. Et en fait, je pense qu'il faudrait remettre au multilatéral la question de l'environnement, des gaz à effet de serre, et là, c'est pas possible. Après, je pense qu'aujourd'hui, les difficultés que peuvent avoir certains agriculteurs, ça n'a pas grand-chose à voir avec les accords commerciaux qu'a signés l'Union européenne. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de légitimité
à avoir des clauses environnementales, des clauses sociales, etc., qui soient plus fortes, et c'est les accords de nouvelle génération. Mais si vous regardez au niveau européen, les accords, l'évolution des échanges agroalimentaires de l'Europe, s'il y a 20, 25 ans, on était à peu près importateur à hauteur des exportations, aujourd'hui, on exporte 60 milliards de plus qu'on importe. Donc, alors, après, on peut tout critiquer, mais en tout cas, c'est pas ça qui a fait la crise aujourd'hui. Par contre, ce qu'il faut bien regarder, c'est ce qui se passe dans les pays. Il y a des situations très différentes selon les pays, et il y a beaucoup de choses qui sont liées aux échanges intra. Donc je pense qu'il faut politique commerciale Pardon, intra-européenne. intra-Europe, intra-Europe, intra-européen, mais pardon. La deuxième chose après, c'est par rapport à l'argent, enfin pour dire comme ça. Oui, c'est sûr qu'on pourrait imaginer, par exemple, qu'on redistribue de façon différente le budget actuel de la politique agricole. Et c'est ce qu'on a essayé de faire un peu dans les réformes successives, avec des phases où ça a été plus important, des phases où ça l'est moins. Cette fois-ci, ça l'est pas. Voilà, en France, en tout cas, ça l'est pas. Et donc, c'est une source possible. Donc, pour redistribuer vers des agriculteurs aux pratiques plus vertueuses, etc., quoi. À nouveau, vous allez quand même enlever à un agriculteur pour donner un autre, même si celui à qui vous enlevez peut peut-être supporter en fait le fait que vous lui enlevez, mais en tout cas, ça demande des négociations. L'ampleur du défi climatique et environnemental exige d'aller bien au-delà, d'après les chiffres que l'on calcule. Et donc, c'est la question, en fait, de vraiment passer le cap des 10 prochaines années si vous appliquez, en fait, l'agroécologie vraiment de façon importante. Donc, ça peut, enfin, le point que vous dites, c'est on peut contribuer euh, en redistribuant à une partie, en fait, de la transition, mais ça suffira pas. Le deuxième, après, sur la loi Egalim-like, au niveau européen, voilà. Alors, je sais même pas à quel numéro d'Egalim on est, moi, en France. Bon, ça marche pas. Enfin, faut pas se leurrer, quoi. Sinon, on a à peine appliqué une loi qu'on est déjà à la suivante. Bon. Mais par contre, avoir l'idée d'une meilleure répartition de la valeur ajoutée, qui est un des objectifs spécifiques de la PAC actuelle, c'est une idée. Et c'est ça que cherche à faire Egalim. Et le fait de l'appliquer au niveau européen et de mettre ça en œuvre dans la prochaine PAC après 2027 est un moyen sans doute d'éviter certaines difficultés que vous avez mentionnées, c'est-à-dire des approvisionnements dans d'autres pays qui n'ont pas les mêmes réglementations. Et en gros, c'est d'avoir plus d'Europe et non pas de le faire au niveau de chaque État membre. Jean-Marie? Ouais, non, moi, c'est beaucoup ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en fait, Hervé a bien couvert la partie internationale versus marché européen. Je pense qu'il ne faut vraiment pas se leurrer, en tout cas pour les agriculteurs français, on reprend espagnol et polonais pour partie aussi, sur le fait que le point critique en ce moment, c'est la dynamique du marché commun. Il y a des directions extrêmement différentes qui ont été prises par les différents États membres, avec des différentiels de compétitivité majeurs, et comment dire, les progrès faits sur la logistique et sur l'ensemble des chaînes logistiques fait que des marchés qui, il y a 20 ans, étaient encore pour partie captifs, notamment les marchés de produits laitiers, qui étaient des marchés sur les produits de consommation courante relativement captifs, en fait, ça devient des marchés qui sont pénétrables de partout et pour tout le monde sur le marché commun. Et donc, il y a des agriculteurs qui, jusqu'à présent, on va dire, je vais dire un peu brutalement, quel que soit leur coût de production, étaient capables de trouver preneur sur un marché à un prix qui était vaguement suffisant pour couvrir leur coût de production et après ils se rémunéraient sur la PAC. Et c'est de moins en moins le cas parce que le marché européen est de plus en plus fluide avec des différentiels de compétitivité qui sont de plus en plus forts à l'échelle de l'Europe. C'est pour ça que cette question d'Egalim, pour moi, évidemment qu'un Egalim européen devient tout à fait intéressant, même si les modalités d'application me semblent extrêmement compliquées. Hein, moi, je me rappelle avoir travaillé avec la Commission sur la directive sur les pratiques déloyales à l'intérieur des filières alimentaires. Il y avait déjà pour commencer toute une bataille sur quelle est la définition d'une pratique déloyale, enfin d'une pratique injuste. C'est quoi un rapport commercial juste dans une filière alimentaire? Alors évidemment, il y a des choses extrêmement claires qu'on peut définir sur les retards de paiement, les changements de contrat en cours de route, etc. Mais en fait, ça concerne une minorité des problématiques de revenus des agriculteurs. Enfin, c'est pas... Ce qui se joue au fond,
des rapports de force dans les négociations qui n'ont pas grand-chose à voir avec les pratiques visées par la directive sur les pratiques déloyales dans la filière alimentaire, il me semble. Bref, donc tout ça, tout ça pour dire que, comme a dit Hervé, plus d'Europe. Et là, en fait, on a un sujet. C'est-à-dire que non seulement on a toutes les difficultés que Hervé a mentionnées sur il faut arriver à se mettre d'accord, enfin, il faut arriver à prendre au sérieux les transformations qu'on doit faire pour Mhm. penser le court terme en perspective du long terme. Mais au fond, et je reviens sur ce que je disais moi tout à l'heure sur la discussion sur les chefs de la forme forte, on a aussi un sujet de se mettre d'accord sur le point d'arrivée. Le point d'arrivée, si vous demandez à un agriculteur danois, c'est pas le même que si vous demandez à un agriculteur français. C'est pas vrai. Et donc, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Il y a plein de gens dans le chat qui ont parlé de l'érosion du nombre d'agriculteurs, etc. Ce sujet-là, c'est un sujet pour les Français. Un peu pour les Italiens, peut-être. Vaguement, probablement pour les Grecs et les Polonais. Mais je veux dire, je ne défends pas cette vision-là. Je ne défends pas le fait que ce ne soit pas un sujet. Mais sur un marché commun, encore une fois, c'est un non-sujet pour les Danois, pour les Néerlandais, pour les Allemands. Ils ont tout à fait accepté le fait que l'agriculture soit un secteur totalement intégré au capitalisme, je pense analytique du terme, hein. Et donc, ils ont totalement intégré le fait que l'agriculteur, maître de son capital, de son travail et de son foncier, c'est pas un sujet. Et donc, les fermes sont capitalisées par des apports de capital extérieur. Le nombre d'agriculteurs est réduit à peau de chagrin. Vous avez des chefs de culture, des chefs d'élevage, etc. Euh, et voilà, et c'est pas un sujet. Et donc, aujourd'hui, nous, on travaille énormément avec la filière porcine. Les éleveurs français, à la fin des années 70, ils ont fait le choix de ne pas être intégrés. Ils ont voulu rester des entrepreneurs bretons. Je dis bretons parce que, de fait, aujourd'hui, ils sont tous en Bretagne. Euh, Ça leur a coûté très cher. Aujourd'hui, les éleveurs espagnols qui sont 100% intégrés avec des risques de marché qui sont couverts par la structure intégrée de la filière, ils sont bien mieux lotis, à la fois en termes de revenus, de stabilité de revenus, etc. Et donc, du coup, avec une production espagnole qui explose et qui nous donne l'option sur tous les marchés export. Est-ce que c'est grave ou pas grave? À mon avis, c'est plutôt pas grave d'un point de vue environnemental, mais c'est grave d'un point de vue économique pour les éleveurs bretons. Bah, voilà. Ça, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est pas un problème? En fait, aujourd'hui, on n'en discute pas. Donc, encore une fois, ce que je veux dire, c'est que les accords commerciaux, OK, Hervé l'a dit, il faut évidemment, avec accords de nouvelle génération, mieux intégrer notre ambition à nous. Mais en fait, cette ambition-là, c'est d'abord une ambition européenne et aujourd'hui, elle n'est pas partagée, ou en tout cas, elle n'est pas vue de la même manière par les différents pays sur le marché commun, ni sur l'environnement, ni sur le social. Hein, avoir beaucoup d'agriculteurs, il y a plein de pays qui s'en foutent. Et je dis pas que c'est bien, mais simplement, bah, ça, il faut pouvoir en discuter. Ou alors, il faut faire différemment. Mais Ce voilà. qui renvoie à la question du rôle des experts et des acteurs. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un consensus? C'est possible? Est-ce qu'il faut avancer comme ça? Mais il y a une question, il y a une autre question, enfin un peu annexe, intéressante sur les marges de manœuvre des États membres, finalement pour mener une politique agricole différente, plus ambitieuse. Finalement, est-ce que parce qu'il y a donc la réglementation, il y a beaucoup de réglementations européennes, il y a la PAC, mais finalement, si la France voulait être plus ambitieux. Bon, en ce moment, je pense qu'on est en train de discuter, je sais plus si elle a été adoptée, une nouvelle loi agricole. C'est peut-être aussi le moment, du coup, puisque la question renvoie aux marges de manœuvre de chaque État. Alors, quel est votre, quelles sont les marges de manœuvre de la France sur tous ces problèmes dont on parle et qu'en fait-elle, surtout, qu'en fait-elle? Ben, enfin, moi, je vais répondre à ça parce que moi, je répète, hein, pour l'agriculture, il faut plus d'Europe et pas moins d'Europe, hein. Enfin, sinon, je comprends rien, quoi. Enfin, ce qui est possible, pour moi, vous allez me répondre. Mais le, aujourd'hui, quand- la PAC en France, c'est à peu près 10 milliards d'euros par an, d'accord, versés. C'est un peu moins, mais retenez 10 parce que c'est facile, quoi. Et les aides nationales aujourd'hui, donc ce que la France donne en plus, c'est 5 milliards. Alors qu'il y a une dizaine d'années, c'était en Mhm. centaines de millions d'euros. Aujourd'hui, on donne 5 milliards parce qu'on intervient pour corriger des urgences. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire. Donc, on donne des aides à l'agriculture biologique. On donne des aides aux éleveurs bovins pour la maladie bovine. Bon, bref, et c'est légitime pour les questions de revenus.
Mais on est dans un cercle vicieux qui est que si vous ne traitez pas la question de la variabilité, vous allez être obligé de continuer à intervenir par des mesures d'urgence qui contrecarrent en fait l'objectif que vous pouvez avoir au niveau européen et via la PAC. Et donc dire j'ai des plus grandes marges de manœuvre au niveau français dans un pays comme le nôtre qui a besoin, enfin qui exporte une large part de sa production, ça ne peut aller qu'en sens négatif. Vous avez qu'à faire des simulations, enfin c'est ce qu'on a fait. Et du coup, vous allez avoir un repli, encore une baisse plus importante de la production. Et du coup, ça renvoie toujours à la question de quel est l'objectif que vous visez en fait pour votre secteur agroalimentaire et vos systèmes alimentaires. Et dans les questions, il y a des questions qui disent on peut même. Alors, en fait, il n'y a pas une solution avec un S. Mais aujourd'hui, étant donné, moi je considère, enfin nous considérons qu'on se met un peu au pied de la montagne et qu'on ne veut pas essayer de la franchir parce que c'est compliqué, qu'il n'y a pas une solution unique pour aller jusqu'au sommet, que ça va être un ensemble de solutions qu'il va falloir mettre en œuvre, dans lequel il y aura des perdants et des gagnants un peu différents selon la panoplie des solutions que l'on va mettre en œuvre. Et c'est ça qu'il faut sans doute essayer de faire, ce qui suppose de surmonter en fait les difficultés politiques et des gens qui ont intérêt à ce que ça bouge pas, d'un point de vue légitime. C'est ceux qui vont perdre. Voilà. Mais c'est vraiment dire comment vous allez résoudre le problème de ceux qui vont être impactés négativement. Et évidemment, c'est très difficile à faire. Et après, là, j'ai vu dans les questions, là, mettez un prix plancher à l'entrée. Il y a des options sur lesquelles il faut, je pense, faire une croix parce qu'on n'y reviendra pas. On n'a pas le droit de faire, de mettre des prix minimums à l'entrée dans l'Union européenne parce que c'est contraire à à ce à quoi l'Union s'est engagée à l'Organisation mondiale du commerce. Ou alors, on sort de l'Organisation mondiale du commerce, ce qui est une possibilité avec des risques de rétorsion d'autres pays. Peut-être que, après tout, il faut faire ça, mais nous, notre rôle en tant qu'experts là, en économie, c'est justement d'éclairer les conséquences de ces différentes options et d'éclairer en fait ensuite la décision politique sur la base des effets positifs et négatifs de l'ensemble de ce que l'on simule. Et Marie, tu veux peut-être réagir sur ces points, mais j'ajoute aussi une question sur plutôt sur le volet social. C'est Gaël David qui parle des conditions des salariés, Oui. quelques 10 millions de salariés, surtout précaires. Est-ce que vous avez des idées sur les conditions, sur le revenu? C'est que ça renvoie un peu à ce que vous avez dit des revenus des exploitations, mais il n'y a pas que des exploitations parmi les agriculteurs. Il y a beaucoup de salariés aussi. Je- Alors, je- est-ce que j'ai lu les questions? non, mais Ils sont... Oui, je l'ai tu l'as sous les, lu. Alors, je l'ai tu sous peux. les yeux. Oui. Juste pour bien préciser hein, les conséquences du BAU, hein, du business as usual, j'ai bien précisé, hein, elles sont socialement, environnementalement, économiquement problématiques. Je n'ai pas parlé que de l'environnement, donc je pense on est d'accord. Et je réagissais tout à l'heure sur le nombre d'exploitants à un autre commentaire que celui-ci. Et donc sur le salariat, ce qui avait été tenté dans la réforme précédente, c'était d'introduire une conditionnalité sociale dans la PAC, qui n'a pas vu le jour. Mais effectivement, ce pourquoi on a besoin de la manœuvre en agriculture aujourd'hui, c'est les fronts avant de ce qu'on n'arrive pas à automatiser ou de ce que la mécanisation ou de ce qui est trop cher à mécaniser par rapport au fait qu'il y a toujours une manœuvre corvéable. Et je le dis ça, et je dis ça vraiment, enfin, et c'est vraiment problématique. Je suis tout à fait conscient de ça. Et aujourd'hui, en fait, donc il y a des systèmes, notamment en Italie, qui sont extrêmement institutionnalisés, très proches de la mafia, hein, autour de ce qui s'appelle le caporaletto, là, euh, qui sont hyper problématiques. Donc, de facto, cette idée d'une conditionnalité sociale dans la PAC qui ferait que l'accès de la même manière qu'on a des contrôles sur le respect des directives environnementales, on aurait des contrôles sur le respect du droit social, semble potentiellement une voie intéressante. Après, du coup, on a le problème que autant le droit à l'environnement est une compétence européenne
et du coup, entre guillemets, c'est facile d'avoir une conditionnalité environnementale qui est homogène pour l'Europe, autant les questions sociales pas des compétences européennes, enfin, que uniquement pour partie. Et donc, il y aurait une question de mise en œuvre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer d'essayer, mais je pense qu'il faut avoir conscience du fait que ce serait un travail de longue haleine du point de vue de la trajectoire juridique en fait, et législative de cette affaire-là. Mais effectivement, c'est un vrai sujet, quoi. Hmm. Si je peux ajouter un point, 10 Oui. secondes, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Pierre-Marie. Donc, et il y a beaucoup d'États, je pense, qui ne souhaitent pas que l'Europe vienne voir mettre son nez dans l'histoire. Et donc, en gros, la PAC, là, n'est pas responsable de quoi que ce soit. Enfin, parce qu'on l'accuse de tous les maux. Mais là, elle y est pour pas grand-chose. Et la deuxième, c'est de dire que dans l'évolution que l'on doit chercher sur la politique agricole, on octroyait pour des raisons de compatibilité OMC des aides à l'hectare, avec des calculs un peu compliqués, mais c'était des aides à l'hectare. Il est peut-être temps d'examiner de façon un peu plus sérieuse des modalités différentes d'octroi des aides de soutien des revenus, en particulier en tenant compte de critères d'emploi. C'est compliqué, mais c'est peut-être le moment de le faire. Une dernière question peut-être avant de vous remercier pour cette séance qui je trouve moi-même passionnante et très dense. Alors du coup, quels sont vos pronostics alors? Donc la PAC devrait être là, on va voter un nouveau Parlement. En 27, on va adopter une nouvelle PAC, une nouvelle politique agricole commune. Si on retrouve le fil initial, celui du programme dont a parlé Pierre-Marie, donc de la ferme à la table, pardon. Et donc cette idée de relier enfin toute la chaîne, donc pas uniquement travailler sur les agriculteurs, mais aussi sur les transitions agroalimentaires. Quelles sont les mesures les plus importantes aujourd'hui? Il faut tenter de sauver ce programme? Est-ce qu'il faut agir autrement? Sans être un spin doctor politique, alors, mais quelles seraient vos préconisations pour la nouvelle majorité Bon, qu'on verra au Parlement, qu'on verra dans quelques, on verra sa couleur. Donc ça, j'ai un peu peur, mais quand même. peut-être juste Je en laisse la deux chance. secondes là-dessus. Moi, je vais dire quelque chose qui est à la fois infaisable et absolument nécessaire. Donc, c'est un peu problématique, Oui, c'est un peu mais très le caractère de ces sémillances. non. Il me semble que dans la Farm to Fork, il y avait un projet de texte particulièrement ambitieux qui était, on va dire, mal amené, qui était le cadre législatif sur les systèmes alimentaires durables, qui avait pour vocation, en fait, d'à la fois définir, il avait une vocation à la fois principielle, se mettre d'accord sur, et une vocation instrumentale, mettre des outils pour accompagner, on va dire, l'éviction progressive du marché des produits les moins durables, ce qui est assez compliqué. Il est Mais bien bon. mal. Et en fait, ce que je veux juste te dire, c'est que il me semble que une partie de ce cadre législatif système alimentaire durable, c'est-à-dire la partie principielle, pourrait demander à être mis sur l'ouvrage, mais effectivement, vu la couleur du Parlement qui s'annonce, c'est pas gagné qu'on y arrive. Mais il me semble qu'en fait, si on n'a pas ce travail de définition à un certain moment sur des bases communes, dans une logique systémique, à partir de laquelle on va du coup brancher une instrumentation et des outils, ça risque d'être compliqué. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire, bah, si j'étais la nouvelle présidente de la commission ou le nouveau président, euh, je redonnerais un mandat France Direction Générale entre Agri, Santé et peut-être je mettrais dedans Gros et d'autres pour poser la question de quels sont les principes de base auxquels on tient en tant qu'Européens pour notre système alimentaire et auxquels vont venir s'adosser la réforme de la PAC et le reste. Parce que sans ça, j'ai peur qu'en fait, on continue à tourner un peu dans le vide, quoi. Et je vais répondre en tant que citoyen à la limite parce que c'est pas la recherche que je mène, quoi. Ouais, donc, moi, je suis pas très optimiste, hélas, parce que en fait, il y a il y a un choix, bon, il y a deux choix, quoi. Soit vous dites, je peux pas avoir une ambition climatique et environnementale pour le secteur agricole et agroalimentaire forte parce que ça va impacter négativement les revenus, la production, etc. Ce qui est vrai à court terme, c'est ce qu'on a essayé de dire un petit peu. Et hélas, c'est la voie qu'on a adoptée dans pratiquement tous les États suite à la crise agricole.
Et on dit, ah, je peux pas, je reviens en arrière, et on revient fortement en arrière. Or, il y a toujours l'urgence climatique, etc. Donc, c'est dire, on va voir, on verra demain, quoi. La manière de la remettre au centre du jeu de façon beaucoup plus importante, c'est ce que j'ai voulu dire, c'est d'arrêter de faire croire que demain tout sera bien, mais que du coup, il faut voir les perdants et traiter les perdants. Et pour moi, la balle est dans les chefs d'État et de gouvernement. C'est d'arrêter aussi au niveau des différents États, d'avoir une vision en fait contraire entre les décisions de court terme et ce qu'ils font en matière de planification écologique. En fait, à un moment, le grand écart, ça fait mal. Et c'est ça qu'il faut arriver à résoudre, quoi. Alors, je sais pas, c'est pour ça que je suis pas très optimiste, mais après tout, si on n'est pas optimiste, on fait rien non plus, quoi. Donc, il faut essayer de continuer à montrer que, par tel ou tel mécanisme, on peut espérer d'atténuer, en fait, le choc négatif de court terme pour espérer repartir à plus long terme sur des chemins plus vertueux. Merci à vous deux. Et je retiens quand même cette proposition d'emprunt européen. Parce que, bon, on fait souvent appel aux bras financiers et monétaires de l'Europe pour dépasser les blocages, mais c'est un sujet sur lequel l'Institut Veblen travaille beaucoup. Il nous semble qu'on sous-estime les difficultés d'investissement dans toutes les modélisations qu'on fait, de combien ça va coûter, 1% de PIB, 2% de PIB. Dans les modélisations macroéconomiques, tout semble très simple. En réalité, c'est très difficile. La preuve, c'est que ça n'avance pas. Et donc, je pense qu'il faut qu'il faut beaucoup de volontarisme monétaire, pas uniquement financier, mais monétaire au sens ça. On a tout un programme pour essayer d'infléchir un peu l'action de la BCE dans ces domaines. Donc, peut-être un jour, on verra, peut-être dans le mandat prochain, on verra déjà je ne sais pas moi, des QI fléchés sur la transition alimentaire ou d'autres instruments de ce type. Mais en tout cas, c'est sûr que vous n'avez pas été très optimiste quant aux marges potentielles juste de la répartition de la valeur, puisque visiblement l'idée théoriquement est bonne, mais politiquement, mais ça avance très très mal. Donc peut-être un sursaut volontariste monétaire est nécessaire. Bon, en tout cas, on verra. Je rappelle ceux qui nous écoutent donc que l'économie politique prépare avec le bureau d'études Le Basique un numéro spécial un peu sur ces questions dont nous parlons et notamment où nous parlerons notamment des coûts sociaux, des coûts environnementaux, mais aussi des coûts comptables pour l'État, du modèle agricole aujourd'hui, qui en profite, combien ça coûte à l'État. C'est un numéro qui va paraître en novembre prochain, qui est en lien avec un rapport préparé par le Basique pour une grande ONG française. Voilà, j'en dis pas plus, mais suivez-nous et je vous donne donc rendez-vous le 11 juin pour faire un bilan un peu plus politique et européen pour le coup, avec 5 ou 6 intervenants européens sur auront donné ces élections que nous attendons avec tant d'appréhension. Merci beaucoup à vous deux et à très bientôt. Merci. Merci à vous. Au Au revoir. revoir. Bonne journée.